Bienvenue dans le point lecture du trimestre. The Parpaing. Alors, c'est The Parpaing, je vous le mets en gros plan parce que c'est The Parpaing. The Parpaing fait 1211 pages. C'est Churchill d'Andrew Roberts, paru chez Perrin. Voilà. Alors, généralement, vous avez l'habitude que je fasse des points histoire un peu plus, on va dire, volumineux. Il y a un peu plus de bouquins. Là, déjà, au mois de février, j'ai passé sous silence. J'ai fait un top 15 des bouquins sur le Troisième Reich que je recommandais. Parce que je n'avais pas fini la bête. Parce que 1211 pages, c'est pas écrit gros, hein. Non, bah, je vous dis, parce qu'il y en a certains, ils pensent que des livres d'histoire, c'est écrit en gros caractères et que c'est des romans. Voilà, c'est pas écrit gros, hein. Voilà. Et quand vous voyez la taille du bouquin, vous vous dites wouh, ah bah wouh, hein, voilà, exactement. Alors, c'est une biographie qui est en fait à l'image. Alors, c'est un parpaing. Alors, je suis pas sûre que je vais pouvoir le garder sur l'épaule longtemps, le Winston. Winston bouge plus. Ouf, il est lourd ce truc. Oui, c'est un cale-porte. Hein. En fait, c'est une biographie qui est à l'image de Winston Churchill, c'est-à-dire c'est aussi surdimensionné avec cette pointe d'humour. C'est-à-dire que Winston Churchill est quand même quelqu'un qui avait un ego surdimensionné, mais qui avait un humour mais incroyable. Alors, je rappelle, il est né en 1874, il est mort en 1965. Dès sa jeunesse, il était persuadé qu'il allait sauver l'Angleterre, puisqu'il avait même dit à ses camarades de classe qu'il viendrait un jour défendre la Grande-Bretagne d'une invasion et il sauverait l'Empire, en gros. Hein. C'est un homme qui a eu une vie multiple. Alors, c'est très bien mis dans cette bio, parce que ça rassemble la vie de ce qu'on appelle le vieux lion, mais qui était quand même... Alors, on a souvent l'habitude... Alors, il n'y a pas de photo. On a souvent l'habitude... J'aurais dû vous foutre une photo de Winston jeune, parce qu'il était vachement beau gosse. Alors, on a l'habitude de voir... Ah oui, alors, la couverture, elle est comme ça. Non, mais c'est magnifique. Bah, c'est Perrin, hein, mais voilà. On a l'habitude de voir Winston comme ça. Oui, je l'appelle Winston. On est copains comme cochons, tous les deux, depuis longtemps d'ailleurs. Mais voilà. Mais bon, ça va, depuis le temps que je manie Winston, hein, ça va. Bon, il a quand même écrit plus de 4200 pages pour ses mémoires. J'en ai lu quand même pas mal. Donc, je pense que maintenant, je peux l'appeler Winston. Alors, il faut dire que Winston était fort joli garçon. Mais je peux vous assurer, c'était un beau mec. Hein. Et que il est né avec... une cuillère d'argent dans la bouche, en gros. Puisque, alors c'est une bio que j'ai lue, j'ai fini mi-février, fin février. Donc là, quand je tourne, nous sommes donc début mai. Il commence à faire assez chaud dans la Casbah, je transpire comme une malade. Je dois avouer que j'ai des notes. Voilà. Alors, je vous le dis, j'ai juste... vous voyez, cette grandeur-là de notes. Parce que depuis 2 mois, même si je l'ai lu et machin, il y a des choses que je ne voulais pas passer sous silence. Donc, je me suis fait 5 points, 6 points. Vraiment 6 points là que je voulais aborder parce que ça serait dommage que je loupe un point qui peut vous intéresser vous aussi. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est né donc dans l'aristocratie anglaise. Son grand-père était le duc de Marlborough. Il n'était pas du tout brillant à l'école. Il a quand même été dans des prestigieuses écoles hein, comme Harrow, etc. Mais il n'était pas brillant. Enfin, ce n'était pas un mec brillant. Et il avait aussi le gros problème d'être très mésestimé par ses parents, qui étaient des gros mondains, mais par contre adoré par sa grand-mère, porté au nu par sa grand-mère, persuadé qu'il était le héros, le plus grand héros que l'Angleterre puisse avoir sur ces années-là. Donc déjà que machin, il avait quand même un ego déjà assez surdimensionné, elle en a rajouté 2 couches de crème anglaise. Mais c'est quelqu'un qui avait toujours cette extravagance. Alors, après,
si vous connaissez un peu les sujets de Sa Gracieuse Majesté, vous verrez que les Anglais sont quand même assez sujets à l'extravagance. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont, on a l'impression qu'à l'extérieur, ils sont assez austères, qui sont droits, rectilignes, qu'il n'y a rien qui dépasse. Je peux vous assurer qu'il y a toujours quelque chose qui dépasse. Regardez un Anglais, quand il est habillé, il y a toujours, même le mec le plus chic, il aura toujours une pointe d'extravagance dans sa tenue. Un truc, un détail, hein, même un bouton de manchette, un truc, il y aura toujours quelque chose parce que c'est dans leur gène, quoi. Voilà, oui, je connais assez bien les sujets de Sa Majesté. Alors, je ne ferai pas de commentaires sordides. Alors, voilà. Et donc, Winston, oui, ça aurait tout à fait été le genre de garçon que je l'aurais regardé. Et en fait, il a un peu la bougeotte, donc il va s'engager dans l'armée et il va sillonner en fait un peu le monde en tant qu'officier. Donc il va d'abord être posté en Inde, où il va faire les 400 coups, puis au Soudan, puis ensuite en Afrique du Sud, où il va faire la guerre des Boers, où il va être capturé et il va réussir à s'évader, ce qui va lui valoir une gloire mais nationale quand il va rentrer en Grande-Bretagne, un succès monstre. Tout ça, il n'a même pas 25 ans, oui, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, il va être élu à 25 ans à la Chambre des communes, il va faire ruer dans les brancards tous les vieux lords qui vont être outrés par ses interventions parce que alors il fait ça mais c'est un show médiatique le Winston hein, quand il est à la Chambre des communes il mais vraiment il les fait ruer dans les brancards. Alors il y en a certains qui applaudissent hein, parce qu'il est plein d'humour, il est brillant, enfin il est brillant. C'est pour ça que je vous disais, il n'était pas brillant à l'école, mais c'est quelqu'un de extrêmement intelligent, qui a beaucoup de culture, qui a un sens de l'humour, voilà, et qui a une répartie, mais ça part comme ça. Voilà, donc il y a des gens comme ça qui ont une répartie, et lui, il a une répartie, mais du tonnerre, et puis toujours avec en plus, enfin, je ne sais pas si vous avez vu des discours, mais même vieux, hein, il a cette répartie où il trouve le bon mot au bon moment, et puis même le truc qui va faire rire ou qui va provoquer quelque chose, mais enfin bref, c'est une tournure d'esprit qui est incroyable. Moi, j'avais une de mes collègues de travail comme ça, qui sortait des jeux de mots, des calembours, ou un peu à la De Vos, etc. C'est ces gens qui manient le langage extrêmement bien et qui peuvent retourner une situation avec un petit mot d'esprit comme ça. Donc Winston Churchill faisait ruer dans les brancards tous ses petits camarades. Et il est nommé ministre pour la première fois, il a 31 ans. Donc pour un mec qui n'est pas brillant à l'école, bon après il y a une chanson qui s'appelle Le lycée Papillon qui dit que pour être ministre, il ne faut pas être brillant. Mais lui, il l'est. En fait, il est nommé ministre à 31 ans et il va rentrer au musée Tussaud 2 ans plus tard. The Glory of Winston Churchill. Simplement, Winston Churchill, dû son caractère, ses extravagances, sa faconde et puis sa façon de se faire des ennemis aussi, hein, voilà. Il a de longues périodes du désert, traversé dans le désert, mais vraiment, quand je dis désert, c'est vraiment désert. Il n'y a plus personne qui lui parle, personne ne veut s'afficher avec lui, etc. Mais il s'en fout. En fait, parce qu'il est tellement persuadé de devoir être celui qui un jour va sauver la Grande-Bretagne, il en est intimement persuadé depuis son enfance qu'il encaisse toutes les traversées du désert parce qu'il sait qu'à un moment donné, il va être utile. Voilà. Et il a une vision à long terme, c'est-à-dire qu'il a vraiment cette vision parce qu'il a connu la guerre des Boers donc, au début du XXe, donc vers 1901, et il connaît ça, c'est-à-dire qu'il connaît ce processus-là, il voit arriver les guerres, puis il a vu la Première Guerre mondiale aussi, où c'est ce qui va lui être, par exemple, reproché, puisqu'il fait aussi la Première Guerre mondiale, et il est, entre guillemets, intervenant dans une décision d'une attaque anglaise, enfin britannique, des troupes britanniques, etc., dans les Dardanelles, qui se passe horriblement mal pour les troupes britanniques, hein, ils se font laminer. Il n'est pas le seul décisionnaire, mais il va être pris comme étant celui qui a fait l'erreur, on va dire,
mortel et ça va lui être reproché très longtemps. C'est-à-dire très longtemps, il va être associé à cette défaite. C'est même pas une défaite, c'est une catastrophe. Vous dites à un Anglais les Dardanelles, il s'effondre en larmes. Enfin, un Anglais qui a le recul sur l'histoire de son pays. Et enfin, un peu nous, quand vous dites à un Français Waterloo. Voilà, vous l'avez toujours là, alors que personne n'a connu Waterloo, hein, personnellement. Enfin, moi, j'étais pas vivante, hein, mais personne ne sait. On l'a appris à l'école, mais on l'a là, Waterloo. Hein, ça nous est pas passé. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Et alors, les Dardanelles, les Anglais, voilà. C'est un peu notre, vous voyez, certaines batailles dans la Première Guerre mondiale où vous l'avez toujours là, certains, bah voilà, eux, c'est pareil. Et ça va lui être reproché longtemps. C'est quelque chose, c'est vraiment un boulet qui va traîner derrière lui, parce qu'à chaque fois, on lui dira ouais, mais enfin, vous êtes quand même responsable des Dardanelles. Voilà. Donc, il ne va plus être pris en considération. Il va perdre un peu de son aura, même si, voilà. Et puis, en plus, malgré tout ça, il n'en a rien à faire de se mettre l'establishment à dos. Et alors, personnellement, ça ne lui pose aucun souci. Il va directement, en fait, il est très frondeur aussi, Winston Churchill, et il va il est toujours dans l'extravagance. Et c'est pour ça que j'ai pris mes notes, parce que je vais vous citer ce qui est démesuré chez Winston et qui est véritablement quelque chose d'important. Et il n'hésite pas à se mettre à dos cet establishment, parce que même s'il est né dans cette meilleure noblesse du pays, il n'en a pas peur. Il connaît les codes, il connaît la façon de faire, et il s'en fout de les mettre à dos. Personnellement, il n'en a mais rien à foutre. Et et c'est ce que je vous disais tout là, cette espèce d'arrogance, parce que c'est vraiment à un moment donné, vous pensez que enfin, c'est une certaine, il est certaine, un égo surdimensionné, mais il a une arrogance aussi, qui est quand même, qui peut le servir comme le desservir. Mais c'est contrebalancé par cet humour ravageur qui va faire c'est le cas de dire, des ravages auprès des femmes, et surtout d'une seule, parce qu'il faut le dire, Winston Churchill est l'homme d'une seule femme, on va dire, entre guillemets, la sienne, sa femme, Clémentine, dont ils vont échanger des milliers de lettres. C'est vraiment un amour fou, passionné, qui va durer toute leur vie. Alors, ça ne les empêchera pas de se disputer, hein, comme tous les couples, mais c'est vraiment une fidélité amoureuse sur toute leur vie de mariés, qui est assez impressionnant, parce que où Winston Churchill pouvait paraître grandiloquent, extravagant, arrogant, détestable, autant quand vous lisez la correspondance qu'il entretient avec Clémy, donc Clémentine, sa femme, c'est un espèce de gros nounours. Voilà. C'est un homme amoureux, mais un homme amoureux qui a son caractère, mais qui est attentionné, bienveillant. Voilà, c'est quelqu'un, enfin honnêtement, vous lisez, vous pouvez que toucher. Alors, comme on dit souvent, il faut toujours une grande femme derrière un grand homme. Voilà, c'est l'exemple parfait, Clémentine. C'est quelqu'un qui va lui dire ses quatre vérités. Ah, va pas hésiter. C'est quelqu'un qui le soutient, mais qui le soutient en lui disant tu vas un peu fort, Churchill, tu te calmes, Winston, ça suffit, maintenant tu arrêtes de faire tes conneries. C'est quelqu'un qui ne va pas, qui va toujours le pousser, qui va toujours être là pour le supporter, parce qu'il a quand même des moments de traversée du désert, donc un peu compliqué. Oui, et on est en mai, donc là, ça atteint l'apogée. Hein, voilà, antihistaminique, je pense que je vais me le mettre directement dans les trous de nez, hein, parce que je ne vais pas y arriver. Et oui, il y a cette bulle familiale, alors, qui va de temps en temps lui apporter des gros malheurs comme des bonheurs. Il est dévoué, hein, à son cercle très intime, et il a des passions. Et il a notamment deux passions, dont une qui est très connue, c'est la peinture, puisqu'il a fait, je crois, presque 540 toiles, alors qu'il appelait des barbouillages, hein, personnellement. Voilà, il adorait barbouiller. Et l'autre, sa passion, c'est les papillons. Voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a ce côté surdimensionné, extravagant, très, très anglais. Alors, c'est une biographie qui rassemble tout ça. C'est une biographie qui est fluide, facile à lire. Ça se lit comme un roman d'aventure, je peux vous assurer, je vous jure. C'est une des rares biographies que je lis où vraiment, vous avez l'impression d'être dans un roman.
Et vous suivez le personnage de Winston, là, et vous tournez les pages, et vous tournez les pages, et vous tournez les pages, et vous tournez les pages. Alors moi, j'ai tourné les pages, mais comme j'étais embuée par ce con de coronavirus qui m'avait chopé, du coup, je tournais un peu moins les pages. Mais c'est pour ça que j'ai eu du mal à le finir. Mais le début, j'ai tourné les pages, parce que, bon, alors, je connaissais Winston, et je connaissais sa vie aussi, etc. J'en ai appris là-dedans. Hein. Alors, pour une fois que j'apprends des trucs, wouh, c'est la fête. Hein, voilà. Mais je connaissais beaucoup de choses. On va dire les trois quarts, je les connaissais. Donc, c'est vrai que... Mais, il y avait des phrases qui sont revenues, il y a des choses, il y a des citations, des morceaux d'extraits de ses mémoires, de lettres, etc., où je ne me souvenais absolument plus et je trouvais son phrasé, son humour, sa façon de répondre, ses répliques, ses citations, je les trouvais géniales et à chaque fois je faisais « ouais, j'adore », enfin on aurait dit une groupie absolue. Donc vraiment, Robert vraiment balaye très largement sa vie. Et il rétablit quand même un certain nombre de contre-vérités, notamment ce côté bipolaire qu'on lui a toujours associé, ce fait qu'il était véritablement dépressif, voire bipolaire. Voilà, il a rétabli quand même pas mal de choses. C'est quelqu'un qui levait le coude, hein, ça c'est sûr, mais qui n'a jamais été vu sous. Pourtant, Dieu seul sait qu'il buvait sec. En fait, je me suis amusée, c'est là que j'ai mis les petites notes, je me suis amusée à mettre des mots des mots-clés qui résumeraient Winston Churchill. Donc moi, je dirais exploit de jeunesse pour ce qu'il a fait aux Indes, en Afrique du Sud, au Soudan, même si des fois il se fait un peu torcher, au Dardanelles, s'il s'est fait torcher, mais en tous les cas, il a fait des exploits dans sa jeunesse. L'extravagance, parce que c'était... Voilà. Des excellents langages, parce que quelquefois il était très virulent envers ses petits camarades et les autres. La corpulence, parce que nous on voit Winston comme ça, il n'avait jamais été fil de fer non plus. Hein. Mais enfin, c'était un beau garçon, mais on voit cette espèce de... En fait, nous on connaît Winston Churchill enfin, le plus qu'on le voit, enfin maintenant, la plupart du temps, quand vous dites aux gens Winston Churchill, ils ont cette idée de cet homme avec un ventre proéminent, un cigare à la bouche, qui fait ça. Geste il s'est trompé quand il a fait, parce qu'en fait, il aurait dû faire ça pour Victoire, puisque c'était là qu'il avait été nommé, qu'il a été rappelé au pouvoir, donc en juin 40. Enfin, mai-juin 40, il y a pour parler là. Voilà, il y a des trucs un peu... Alors, dans cette période-là, il y a des trucs assez sympas d'ailleurs. Ils l'ont rappelé, mais ils allaient le revirer, mais ils étaient obligés de le garder. Enfin bon, bref. Et en fait, c'est un truc qui s'est amusé et il ne savait pas. Et c'est je crois, une de ses secrétaires ou quelqu'un qui travaillait avec lui qui lui a dit que ça, dans le peuple, c'était l'équivalent d'un doigt d'honneur. Voilà. Donc, je peux le faire à la vidéo en française parce que c'est pas rentré dans les mœurs en France, mais c'est un doigt d'honneur quand vous faites ça en Angleterre. C'est très, très vulgaire. Et en plus, c'est extrêmement vulgaire, quoi. C'est pas le doigt d'honneur basique, hein. C'est vraiment très très vulgaire. Mais bon, c'est resté dans l'imagerie britannique dans la voiture de ce geste-là. Il a un train de vie de nabab. Alors ça, oh punaise. Ah le gars. Ah, je vous jure qu'on ne devait pas s'ennuyer tous les jours avec le petit. Hein. Il a une consommation d'alcool qui est hallucinante. Mais qui est, comme je vous le disais, on ne l'a jamais vu sous. Jamais. Voilà. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu sous. Il s'est toujours arrangé pour ne jamais être sous. En tous les cas, il n'était jamais non-maître. Pardon, je suis désolée. C'est terrible. Bougez pas, je reviens. Parce que alors là, c'est... oh là là. Je suis désolée. C'est terrible, hein, je vous assure. N'ayez pas d'allergie comme moi. Parce que, alors moi, c'est pas les yeux qui piquent. Quoique des fois, le matin, j'ai un peu les yeux avec du sable, là. Mais alors, le nez, c'est toute la journée, je devrais avoir, vous savez, des petits cotons, des mèches dans le nez. Quoi, parce que c'est même, comment dire, quelquefois gênant. Parce que vous êtes, quand vous avez le masque, vous sentez que ça coule et que ça pique et que ça commence à suinter et que vous allez avoir un truc qui va vous gratouiller le nez, que vous allez être obligé de faire ça toutes les 5 minutes. C'est affreux, mais franchement, c'est gonflant. Un jour, je vais mettre des mèches dedans pour partir. Bref. Il a voyagé avec aussi d'extravagance et il a fait le tour du monde et il n'hésitait jamais à partir. Hein. C'était un mec qui prenait l'avion comme vous prenez le métro, hein, en gros. Pourtant, à une période où on ne prenait pas l'avion hyper facilement,
quand même. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui avait ses écrits aussi. Je crois qu'il y a plus de 4200 pages dans ses mémoires sur la Seconde Guerre mondiale, donc vous imaginez les pavasses. Je vous avoue que je ne les ai pas toutes lues. J'ai dû quand même en lire bien un quart, voire deux quarts. Et j'ai lu les périodes qui m'intéressaient. Parce que perso, là, c'est une somme mais considérable de lecture. J'entends les lire quand je serai à la retraite. J'aimerais bien, parce que je sais celles que je n'ai pas lues. Donc, j'aimerais bien finir ce que je n'ai pas lu. Voilà. Donc, franchement, voilà, je ne suis pas tout à fait à la moitié de tout ça. Voilà. Mais oui, parce que je n'ai pas lu que ça. Hein, donc voilà. Et je rappelle aussi quand même que parmi toutes les extravagances de Monsieur Sir Winston Churchill, qui a été, et elle le dit elle-même, un espèce de pilier et de bâton sur lequel s'appuyer de Sa Majesté la Reine Elisabeth II, parce que c'était son premier ministre, enfin c'était son premier ministre, et c'est quelqu'un qui lui a beaucoup appris. Et il aimait beaucoup cette jeune femme, cette jeune reine, et il l'a, jusqu'en 1965, toujours épaulé du mieux qu'il a pu, le vieux lion. Et je vous rappelle qu'il a été prix Nobel de littérature en 1953. Voilà. Winston Churchill. Voilà. Alors, je disais, Andrew Roberts a eu beaucoup de chance parce que visiblement, il a eu la possibilité, et alors ça c'est une chance aussi, pour faire sa bio, c'est que les années passant, les décennies passant, des documents s'ouvrent au public, et notamment sont vers les carnets intimes de rois, d'ambassadeurs, etc., et notamment du roi qui était en poste pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, le papa d'Elisabeth II, et qui a ouvert... enfin, il y a certains documents qui ont été ouverts, et donc forcément dans ces documents il y a des échanges, il y a des télégrammes de l'époque, il y a des échanges de courriers, des missives, des machins comme ça. Voilà. Donc c'est véritablement la chance que les biographes maintenant ont, c'est qu'il y a de plus en plus d'archives qui s'ouvrent de par le monde dans les centres d'archives, ou même dans les musées, ou même de fonds privés qui arrivent. Et donc ça, c'est formidable d'avoir ce genre de choses. Et donc, je vais vous laisser donc avec ma bio de Churchill. Winston, c'est le moment où jamais de te montrer. Il adore ça. Faut pas trop pousser sur Winston Churchill. Là. Il adore être en premier. Donc, bon, on fait un très joli couple, lui et moi. Enfin, je trouve. On se serait bien mariés, en tous les cas. Perso, ouais. J'ai un problème avec les sujets de Sa Gracieuse Majesté, quand même. Hein. Je dois avouer que j'ai un gros faible. Hein. Ah, les autres, hein, c'est pas la peine. Hein. Bon, bref. Je vous laisse avec Winston en gros plan, parce que je voulais juste j'ai noté derrière. C'est un post-it. Je trisse. Il n'y a rien derrière. Il y a juste... Attendez, je lève le post-it. Vous voyez, il n'y a rien derrière. Voilà, donc je ne pouvais même pas m'appuyer sur... Des fois, il y a les quatrièmes de couverture, mais voilà. Donc, je reprends mon post-it. La fille qui fait sa cuisine interne. Et qui a fait bouger la caméra. Super, j'adore quand je fais ça. Bref, je vous laisse Churchill en gros plan. Je vous fais une citation parce que j'adore. C'est tout Winston Churchill dans cette citation. Et c'est tout à fait le genre de citation que je pourrais faire. Je dois tirer... Bon, bref. Donc, je vous laisse à Winston. Et franchement, si vous voulez lire un livre, une bio sur Winston Churchill, et que vous voulez vous plonger de 1874 à 1965, sachant, alors je le dis quand même, il y a bien, on va dire, sur Pavas, là, il y a bien 500 à 600 pages uniquement consacrées à la période de avant, et vraiment peu avant, et la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est énorme. Hein. Donc vraiment, s'il n'y a que ça qui vous intéresse, vous avez 600 pages à lire. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse avec Winston Churchill, donc de Andrew Roberts chez Perrin, et je vous laisse avec la citation. Je trouve à faire de l'exercice en suivant le cercueil de mes nombreux amis qui en ont fait toute leur vie. No sport.
Ah, la référence historique. Bravo, Lisa.